Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de choix du programme d'AGGSP en terminale, les États-Unis et l'environnement. C'est un sujet qui tombe souvent au bac, mais c'est surtout un sujet passionnant, parce qu'il nous plonge au cœur des contradictions d'une superpuissance qui a un rapport à la nature à la fois ultra protecteur et en même temps ultra destructeur. La question qui fâche est posée d'entrée de jeu. Alors, les États-Unis, pionniers de l'écologie ou super prédateurs de ressources? C'est tout le paradoxe d'un pays qui a littéralement inventé les parcs nationaux, mais qui reste l'un des plus grands consommateurs et pollueurs de la planète. C'est ce grand écart permanent qu'on va décortiquer ensemble. Et voici notre plan de match. On va d'abord bien poser ce fameux paradoxe. Ensuite, on analysera ces deux faces opposées. D'un côté, l'Amérique pionnière de la protection, et de l'autre, l'Amérique superpuissance de l'exploitation. Puis, on verra comment tout ça se traduit sur la scène mondiale. Et on finira bien sûr par une petite synthèse express spécial bac. D'ailleurs, regardez bien ce plan. Thèse, antithèse, synthèse. C'est une méthode en béton pour vos dissertations. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ce paradoxe, ce n'est pas juste un détail, non. C'est vraiment au cœur de l'identité américaine. C'est une tension qui est à la fois historique, elle a sculpté le territoire, mais aussi politique, elle fracture le pays en deux, et enfin géopolitique, car elle explique le rôle souvent imprévisible des États-Unis dans le monde. Commençons par la facette qu'on connaît le moins, celle qui peut surprendre. Les États-Unis comme berceau de l'écologie moderne. Oui, bien avant beaucoup d'autres pays, c'est là-bas qu'a germé l'idée qu'il fallait protéger la nature. Et pour comprendre ça, il y a une notion absolument clé à maîtriser, la wildness. Attention, ce n'est pas juste la nature sauvage, c'est un concept beaucoup plus fort, presque spirituel. C'est l'idée d'une nature originelle, intouchée par l'homme, une sorte d'œuvre divine qu'il faut contempler. Pour des penseurs comme Thoreau, c'est dans cette wildness que l'Amérique puise son âme, son identité profonde. Et cette idée, elle n'est pas restée que dans les livres. Elle s'est traduite par des actes politiques très forts et très en avance sur leur temps. Regardez cette chronologie. Dès 1872, les États-Unis créent Yellowstone. C'est tout simplement le premier parc national de l'histoire de l'humanité. Puis vient Yosemite et la création du Sierra Club par John Muir, une ONG qui est encore aujourd'hui un poids lourd de l'écologie. Alors là, point méthode hyper important pour le bac. Il faut impérativement distinguer deux philosophies qui s'affrontent à l'époque. D'un côté, la préservation, portée par John Muir. Pour lui, la nature est sacrée, c'est un temple. Il faut la sanctuariser, la protéger de l'homme. Et de l'autre côté, on a la conservation, avec Gifford Pinchot. Là, l'approche est plus pragmatique, utilitariste. Il faut protéger la nature, oui, mais pour l'homme, pour la gérer de façon durable. Cette citation de John Muir, elle est magnifique pour illustrer la passion des préservationnistes. Ils se battaient contre la construction d'un barrage qui allait inonder la vallée de Hetch Hetchy en Californie. Pour lui, c'était un sacrilège, comme si on profanait une cathédrale. Il a perdu cette bataille d'ailleurs, mais son combat est resté dans les mémoires. Finalement, c'est la vision de la conservation, celle de Pinchot, qui va s'imposer politiquement. Le président Theodore Roosevelt, qui était lui-même un grand passionné de nature, va faire de la gestion des ressources un enjeu national. Sous son impulsion, un nombre incroyable de zones protégées vont voir le jour et l'idée que l'État fédéral doit protéger l'environnement s'ancre durablement. Bien, passons maintenant de l'autre côté du miroir, l'antithèse. Car en même temps que naissait cette conscience écologique, un autre rapport à la nature, basé sur la domination et l'exploitation, a façonné le pays de manière encore plus profonde. Ce rapport de force, il est ancré dans le mythe fondateur américain, la conquête de l'Ouest. Pour les pionniers, la nature, ce n'est pas un temple à admirer, c'est un obstacle, un ennemi à dompter pour pouvoir s'installer et prospérer. C'est le fameux mythe de la frontière, cette idée d'un continent immense aux ressources infinies, qu'on peut exploiter sans limite. Et les conséquences de cette vision sont spectaculaires. Regardez ces quelques chiffres. La forêt a été divisée par 10 en moins de 3 siècles. C'est colossal. Le bison, l'animal symbole des grandes plaines, a été chassé jusqu'à la quasi-extinction. En fait, toute l'économie américaine s'est bâtie sur cette exploitation frénétique des ressources. Le bois, les minerais et bien sûr le pétrole et le charbon, qui sont devenus le carburant de sa puissance industrielle. Et ce modèle économique a évidemment créé des acteurs très puissants. Les lobbies, en particulier ceux du pétrole, du gaz et du charbon, pèsent un poids énorme sur les décisions politiques à Washington. Pendant plus d'un siècle, leur influence a été décisive pour ralentir et même parfois bloquer toutes les lois qui visaient à réguler un peu plus l'environnement. On arrive à la synthèse. Comment ces deux traditions internes, la protection d'un côté, l'exploitation de l'autre, comment est-ce qu'elles se manifestent sur la scène internationale? Eh bien, ça donne une position américaine qui est souvent changeante, imprévisible et pour tout dire, pas toujours très fiable pour le reste du monde. Cette frise, elle est parfaite comme exemple pour le bac, elle est extrêmement parlante. Elle montre une véritable valse-hésitation.
La phrase de George Bush père à Rio en 92 est restée célèbre. Elle résume bien cette idée de ne pas vouloir toucher au modèle de consommation américain. Et puis bien sûr, le va-et-vient sur l'accord de Paris est l'exemple le plus récent et le plus fou de cette inconstance. Un président signe, le suivant déchire l'accord, celui d'après resigne. C'est un véritable yo-yo politique. Mais alors, pourquoi ce yo-yo ? La réponse est simple, une polarisation politique extrême. Ce tableau le résume parfaitement. Sur la question du climat, les démocrates et les républicains vivent sur deux planètes différentes. Pour les uns, c'est la crise existentielle. Pour les autres, c'est un problème, certes, mais dont les solutions risquent de coûter trop cher à l'économie. Cette fracture idéologique rend quasiment impossible toute politique environnementale stable sur le long terme. Mais attention, un piège à éviter, c'est de ne regarder que Washington. Il faut mobiliser une autre notion clé, le fédéralisme. La politique américaine, ce n'est pas seulement le président. Pendant que le gouvernement fédéral est paralysé, des États fédérés comme la Californie jouent un rôle de leader. Ils imposent leurs propres règles, beaucoup plus strictes, ils investissent à fond dans les énergies vertes, bref, ils montrent qu'une autre Amérique est possible. C'est une autre facette de ce pays de contraste. Bon, on a vu énormément de choses. Il est temps de tout rassembler, de consolider ça sous la forme d'une petite fiche de révision. C'est le moment de prendre des notes. Voici ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le jour J. D'abord, le vocabulaire. Assurez-vous de maîtriser ces 5 notions sur le bout des doigts. Savoir les définir précisément et les utiliser au bon moment dans une copie, ça fait vraiment la différence. Ensuite, les repères. Cette petite liste contient les dates, les noms et les événements incontournables. Ce sont des exemples en or, des munitions que vous devez absolument utiliser pour illustrer et renforcer votre argumentation. Et enfin, quelques conseils pour éviter les erreurs classiques qui coûtent cher. Ne jamais confondre préservation et conservation. Ne pas oublier que l'écologie américaine a une longue histoire. Toujours penser à l'échelle des États. Et surtout, l'erreur fatale serait de donner une vision simpliste. La clé de ce chapitre, le mot d'ordre, c'est la nuance, la tension, le contraste. Voilà, on se quitte sur cette question ouverte. Elle résume parfaitement tout le dilemme américain et elle peut faire une excellente ouverture pour conclure votre composition au bac. Ça montre que vous avez pris de la hauteur. En tout cas, j'espère que tout ça est plus clair pour vous. Bonne révision et à bientôt.